Bon, ben, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Je me rends compte que j'ai pas fermé mon cellulaire. Euh, Moi, je m'appelle Raphaël Corbeil. Je suis la petite fille d'André Maillet. Je vous ai réunis ce soir pour vous partager l'œuvre de ma grand-mère. Et sans plus tarder, je commence tout de suite avec une lecture. Pour se plonger dans le 26 septembre 1944 à Loveless. Comme je descendais du paradis artificiel d'où les héros sont exclus, je l'aperçus au bas de l'escalier. Il semblait là, le pied sur la dernière marche, la main sur la rampe. Un arbre transplantable partout, les idées jaillissent de son front comme des ramilles précises. Tous les climats lui sont propices. L'uniforme ne le déguise pas. À travers la foule il passe, très distant, très distinct. Plus lui-même que lui-même et se ressemblant plus que son image. Il a des yeux étranges. Son pas ne fait pas plus de bruit qu'une balle qui tombe et rebondit sur un tapis. Ses épaules sont de granit et son regard creusé n'a aucune expression, ordinairement. Il est magique et fuyant, sa main est un aimant. Pourtant solide comme un rempart, il n'est jamais là. Comme je descendais, il était prêt et m'amena dans les espaces sans lumière et sans chemin. Nous allâmes ainsi très loin et je le suivis en sachant que je ne reviendrais jamais sur mes pas. Nous zigzagâmes par les mondes et même à la grande clarté des astres, son grand être ne rejetait pas d'ombre et je m'en éblouis. Il me parla de ses trajets, de ses projets et de son rêve, je n'y figurais pas. Ses ailes sombres m'enveloppaient comme une nuit. Au retour, j'étais seule. Ma robe avait des taches de lune et de tristesse, et je ne m'en suis plus jamais dévêtue. Donc, il s'agit en fait de la lettre originale d'André Maillet à son premier grand amour, un Américain qu'elle a rencontré alors qu'elle étudiait à New York dans les années 40. Elle avait 22 ans quand elle a écrit ça. J'ai découvert cette lettre d'amour quand je vivais moi-même un amour impossible. Donc, c'est pour vous dire tout l'effet que la découverte de ces lettres ont eu sur moi. Je me suis aussi rendu compte que ces mêmes lettres ont servi de support à Lettres au surhomme, que vous pouvez vous procurer gratuitement à l'entrée, mais qui a été publié beaucoup plus tard, soit en 1976. Donc, ce que j'ai compris, c'est que Loveless lui a renvoyé tout le paquet avec les lettres 30 ans plus tard, avec une photo en uniforme de lui, signée André, souviens-toi. Donc, Lettres au surhomme, un roman d'amour, mais aussi le récit d'une jeune femme qui lutte pour retrouver l'autonomie de sa pensée, et qui veut s'émanciper de l'image de l'homme prétendument supérieur que véhicule la société occidentale. Longtemps, moi-même, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on souffrait autant en amour, surtout les femmes. Est-ce qu'on est encore à ce point conditionné à se réaliser dans le regard masculin, le male gaze, comme on dit dans les milieux militants féministes? Comme étudiante en sociologie, j'ai cherché des réponses dans cette discipline. Bon, c'est vrai que les contes qu'on nous lit pour enfants n'ont pas beaucoup évolué depuis les derniers siècles. Mais est-ce que c'est vraiment l'amour le problème? Et si la cause était plutôt à l'extérieur de nous, dans cette société moderne de contrôle, qui fait de moins en moins de place aux sentiments, comment se retrouver, comment s'apprivoiser dans un tumulte amoureux, dans notre société rationnelle, utilitariste? Et je me suis aussi rendu compte qu'une grande partie de la réponse se trouvait juste devant moi, dans les écrits de ma grand-mère. Et c'est un extrait donc des Lettres au surhomme que je vais vous lire. Une femme ne peut se permettre la même désinvolture qu'un homme en amour. Dans ce monde où l'homme décide de vie, de mort, de guerre, de crise monétaire, des cultures et des marchés, de la production, de l'aspect des villes, dans le monde où l'homme, le mâle, dérange la nature pour se plaire à lui seul tout d'abord, l'amour n'a pas grand chance. Où sa place? À quel rang mets-tu l'amour, toi, par exemple? Nulle part. Et les hommes, leur reproduction acceptée, ne pensent à l'amour que dans leurs arts. C'est un luxe, un prétexte, un vernis, le musical écho d'un temps passé imaginaire, l'âge d'or. Moi, je pense que l'amour est comme un très beau chant qui nous appelle, un son qui nous appelle de l'avenir. Je ne veux rien conquérir, je n'ai pas de territoire, pas de puissance, de pouvoir, pas d'intérêt profond autre que d'amour. Cela. Et ce que je ferai de moi tout entière aussi, est entre mes seules mains, je pense. Adieu, il y a longtemps que tu es passé au travers des mailles de mon filet, si jamais tu t'y pris.
Tu n'y fus pas longtemps là, tu te reposas, on va dire, sur ma plage. Ma grand-mère que nous appelions Mémé est décédée quand j'avais 7 ans. Je ne l'ai pas beaucoup connue, mais je me souviens d'elle comme quelqu'un avec une forte personnalité, un fort caractère, quelqu'un qui a l'air sûre d'elle-même, qui avait beaucoup d'idées, beaucoup d'opinions sur tout. Et puis en me plongeant plus attentivement dans la lecture de ses textes, pas juste de ses romans, mais donc de ses lettres, ses journaux intimes, ses nouvelles, je me suis rendu compte que c'était un rempart qui cachait une grande fragilité intérieure. Peut-être dû à une enfance difficile sur le plan relationnel. Probablement aussi les effets d'une éducation bourgeoise et les carcans irrespirables dans lesquels on tentait d'enfermer les femmes, elles qui étaient si singulières, indomptables et vivantes. J'ai découvert une femme passionnée qui menait plusieurs combats, des réflexions féministes intemporelles, je crois, et dans lesquelles plusieurs de mes amis se sont retrouvés. Elle a consacré beaucoup d'énergie à faire connaître d'autres auteurs et promouvoir la littérature québécoise, mais d'après ses journaux intimes, elle semble ne pas accorder autant d'importance à sa propre célébrité, peut-être dû à sa fragilité intérieure ou sa maladie, qui sait. Donc en relisant avec avec Laurence, Les Remparts de Québec, on s'est rendu compte que finalement l'écriture était le seul lieu où elle pouvait vraiment être elle-même, s'émanciper, et finalement, comme le personnage principal, Arabelle, se mettre à nu. Dans un journal intime, le 5 janvier 82, elle écrit « J'ai recommencé à écrire, je corrige, reprends et rédige mon journal d'hiver, travail que je fais pour moi, pour les miens, pour exalter la plus terrible et la plus longue de nos saisons. Le travail est plus important que les autres tâches qui m'incombent, c'est tout ce que je pourrais laisser à mes petits-enfants. » Quel héritage! C'est donc avec grande fierté que nous invitons ce soir à redécouvrir André Maillet et la profondeur de son âme, sa soif de liberté, mais aussi ses blessures. Donc, Laurence Burton va nous lire quelques passages des Remparts de Québec, roman publié en 1964. Alors, bonsoir. Je suis Laurence, l'amie à Raphaël. Je suis là principalement parce que j'aime beaucoup Raphaël, j'aime beaucoup sa famille, son grand-père qui est décédé récemment. Et je suis sûre que si je l'avais connu, j'aurais beaucoup aimé sa grand-mère. Alors, j'ai choisi quelques extraits. Il y en a certains qui me touchent beaucoup, ça se peut que je devienne émotive. Voilà. Nous sommes en été, j'ai 12 ans. Ma gouvernante m'a fait mettre un costume de jersey de laine rayé bleu et blanc à col matelot. Elle a brossé mes longs cheveux et les a coiffés comme les aime mon aïeul. Mon ruban est, ce jour-là, bleu clair. Je possède déjà des bijoux d'or, 3 chaînes, une croix, une grosse médaille, une montre. J'ai un collier d'ivoire, un collier de corail, un collier de turquoise. À mon âge, on n'en porte qu'un seul à la fois. Hygiène, manière de table, loi vestimentaire, contrôle et tempérance d'expression faciale, corporelle et verbale sont à la base de mon éducation. Les oreilles? Bien. Les ongles? Parfait. Tu ne tueras pas tes sandales avant de partir? Bien. Alors, mon ange, tu offriras les bonbons à tante Nissée, les cigarettes à ton oncle, et je suis sûre, mon chou, que tu te laveras les mains et que tu n'embêteras pas les grandes personnes en leur posant des questions. Combien de fois t'ai-je répété que les questions des enfants sont toujours indiscrètes? Et puis, si tu demandes sans cesse qu'est-ce que ceci, pourquoi cela, on te jugera très ignorante. Tandis qu'on passe pour très intelligent lorsqu'on écoute ce qu'on a l'air d'écouter. Toutes les femmes savent cela, c'est vieux comme le monde, je n'invente rien. L'année prochaine, tu iras dans une école où l'on t'apprendra des tas de choses indispensables. Comment dresser une table, comment recevoir 50 personnes, comment placer tes invités quand ils se trouvent parmi eux des ministres, des diplomates, des académiciens. Ici, à Québec, nous avons une belle tradition à conserver. Noblesse exige. Il ne faut pas que les bonnes manières se perdent. Maintenant, va faire ta toilette et nettoie tout de même la baignoire. Il y a des choses qu'on ne laisse pas aux domestiques. Il m'a paru que je vivais dans le désordre. Tout était à sa place dans la maison, sauf les sentiments et les paroles. Je n'ai pas de papa, j'ai un père. Il est court, raide et savant. On s'incline devant sa volonté. Il n'est pas exigeant, tout ce qu'il demande, c'est d'avoir la paix. C'est un grand petit monsieur pour qui je suis une charge. Il s'adresse à moi par personne interposée, ou bien il emploie la périphrase. En 16 ans, je l'ai plutôt entrevu que vu.
Il m'a paru que je vivais dans le désordre. Tout était à sa place dans la maison, sauf les sentiments et les paroles. Quelques moineaux timides se perchaient sur les épouvantails dressés dans le champ de ma tendre enfance. Des épouvantails dans un sol inculte, n'était-ce pas absurde? Que de vitalité j'ai perdu en me butant à l'absurde, en cherchant un sens à l'absurdité. Si tu te chatouilles là où je pense, ce sera la démence, il faudra t'enfermer. Elle m'a dit ça, j'avais 6 ans. Il t'a soulevé les seins, ne nie pas, j'ai vu, j'avais 12 ans. Ta jupe est trop courte, 13 ans. Tu rentres trop tard, 14 ans, il était 9 heures. Tu lis des immondices, 15 ans, je lisais Candide. Tu finiras à la maternité, 15 ans. Essuie ce rouge, c'est grotesque. Un jour, tu te feras violer sous les remparts. 15 ans, 15 ans, 15 ans. J'avais tout juste 15 ans, aucun garçon ne m'avait approché de bien près. Je ne mangeais plus, je dormais nuit et jour pour m'évader. Il y avait dans notre bande un homme plus vieux que nous, il était journaliste. Un homme d'aspect rangé, au verbe libertin. Depuis notre arrivée, il flattait mes amis en les traitant comme des égaux en âge et en expérience. Il me faisait la cour avec ardeur, et comme il ne me plaisait pas le moins du monde, j'étais ennuyée quand les copains me surnommaient l'égérie de Georges. Éméchés, eux aussi, ils prenaient des paris, ils chantaient l'aura, l'aura pas. Cela ne me plaisait guère. Georges, s'amusant de plus belle, me frottait la jambe avec la sienne, et je devinais qu'il me possédait déjà dans sa tête. Quand elle vient de quelqu'un qui nous rebute, cette impression d'être déshabillé, disponible, est écœurante. Ce désir me salissait, je me trouvais dinde, je ne savais comment le repousser sans fracas, sans crever l'atmosphère amicale qui nous avait tous baignés au départ. Chassée du foyer paternel, rien que ça, j'aurais tout enduré, subi toutes les injustices. Mais tu devrais remercier ton père sur tes 2 genoux, lui qui te récompense après les sales tours que tu lui as joués. Si tu me demandes encore ce que tu as fait, je te gifle. Tes retards, ton désordre, tes silences, tes refus de te tempérer aux ordres, je t'en prie, pas de drame. Si ton père et ta grand-mère ont décidé que tu devais partir, tu partiras, c'est tout. J'en ai assez de tes mines tragiques. Si quelqu'un a le droit d'être tragique ici, c'est moi, faut-il toujours que je le répète? On m'enlève ma fille et je me tais, alors tais-toi. Sans nouvelles depuis 15 jours, stop. Exigeons réponse immédiate par télégramme, stop. Sinon, alertons autorité locale, stop. Maman. J'avais ressenti alors une envie folle de lui faire part de mon décès par télégramme, stop. Afin qu'ils sachent tous qu'ils étaient à jamais débarrassés de moi. Hier, dans la nuit du 26 au 27 juillet, je me suis promenée toute nue dans les plaines d'Abraham. Entre la chute et le salut, j'arpentais les lieux de ce très mystérieux combat dont nous n'apprenons jamais que le début et la fin dans notre enfance, à l'école, et dont le récit nous laisse en la poitrine un chagrin qui finit par crever comme l'orage, des années après l'enfance, sans qu'on sache jamais quel mot ou quel incident de l'existence lui donne la liberté. La liberté d'avoir du chagrin en est une. Ma famille était ébahie, non seulement stupéfiée, mais stupide de colère, devant mon comportement, un comportement cependant naturel, qui lui semblait injustifiable rébellion ou bien désordre somatique. C'est un crime que d'être névrosé, puisqu'il paraît que je le suis, quand on y ajoute l'insolence. Ne comprenait-on pas qu'il est noble de cacher son amertume et ses frayeurs sous la désinvolture? Je sanglotais sous cape, en somme, et si j'avais un sourire cynique, nul ne voyait combien il était gonflé de larmes. Paradoxalement, j'étais souvent gaie. Je chantais à tout propos. On m'aurait voulu surprendre dans un état constant de repentir. Mais je suis jeune, ma gaieté n'est pas une cuirasse, on en cherche pourtant le défaut. J'étais au fond de moi très contente de m'être extirpée sans leur secours d'aventures infernales, d'en être sortie vivante sans cicatrices visibles, avec le cœur brisé, recollé, rebrisé, raccommodé tout de même encore, avec ce cœur plus sage, j'espère, mais encore tumultueux et toujours riche d'illusions et de courage, avec un certain vague espoir de vivre un jour ailleurs. Hier, dans la nuit du 26 au 27 juillet, je me suis promenée toute nue dans les plaines d'Abraham. À 2 heures du matin, dans la nuit des plaines d'Abraham, je vins m'asseoir sous la lune et, toute nue, m'asseoir sur le parapet de pierre taillée, afin de voir comment la lune se baigne dans le Saint-Laurent. Le fleuve est la voie sans issue dont la lune est prisonnière.
comme les navires, les grands transats, les chalutiers. Elle s'évadera bientôt. Je partirai moi-même je ne sais quand, je ne suis pas amarrée, je ne sais pas attendre. Cela s'apprend, mais j'ignore comment. Je ne puis qu'explorer ma geôle, rien de ce que j'invente ne la fait exploser. Fin.